bravo, si vous êtes là, c'est vraisemblablement que vous êtes courageux et que vous avez l'audace d'aller regarder ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans l'ombre, dans ce qui vous pose problème, dans ce qui vous révolte. C'est pas forcément donné à tout le monde, hein. C'est logique que lorsqu'il y a quelque chose qui nous fait mal, hein, on a tendance à le fuir, à le combattre ou peut-être même à s'en plaindre. C'est parfaitement légitime. Jusqu'à ce qu'on découvre que nos épreuves ont quelque chose à nous dire. Alors, je vais me présenter succinctement et puis je vais vous parler surtout de cette méthode et je vais même vous proposer d'y goûter pour que vous puissiez vous initier à transformer ce qui vous plombe en trésor. Alors, je suis coach, j'adore accompagner des personnes à identifier le sens de leur vie, le sens de leur mission d'âme à partir du décryptage du sens de ce qui leur pose problème. Alors, il ne s'agit pas que d'identifier, hein, bien sûr, il s'agit de se mettre véritablement en route vers ce pourquoi on est fait, vers ce pourquoi on est doué et qui va nous, normalement, nous donner du plaisir à vivre et nous permettre de récolter l'abondance financière, la reconnaissance et la valorisation. Alors, ça paraît utopique, mais en fait, tout ce que je vais vous dire là, je ne l'ai pas inventé, je l'ai puisé dans les sagesses anciennes comme le taoïsme, la kabbale, les sagesses amérindiennes, le soufisme, toutes ces belles philosophies, toutes ces belles spiritualités du monde qui ne sont pas que des mots, qui sont de véritables philosophies à impliquer d'une façon opérationnelle dans notre vie. Alors moi je suis en quête de sens, hein, depuis que je suis toute petite, en quête du sens, de la vie. Je trouvais que la vie avait vraiment pas de sens, justement à cause des choses un peu compliquées, douloureuses et problématiques qui nous arrivent et donc très jeune, j'ai commencé à me poser des questions sur, ce sens de la vie et ça a été une véritable quête de comprendre le sens de nos épreuves, parce que si la vie semblait ne pas avoir de sens, c'était à cause des épreuves. Alors je me suis dit: «Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce qui nous éprouve». Donc j'ai exploré beaucoup ailleurs qu'en moi-même, en faisant le tour du monde, dans les livres, dans les stages, dans les conférences et puis j'ai aussi beaucoup exploré en moi à travers des travaux de psychanalyse, de développement personnel dans tous les sens. Et j'ai eu la chance d'avoir une, immense épreuve dans ma vie, qui a été une tentative d'assassinat, qui a été évidemment très douloureuse à vivre, mais qui m'a propulsée sur un chemin, de merveille. Et là, j'ai commencé à entrevoir que de quelque chose de douloureux pouvait naître quelque chose de formidable, voire de vraiment nécessaire et fondamental pour soi. Alors, il ne s'agit pas de faire l'apologie des épreuves, mais il s'agit déjà de voir que de quelque chose de difficile et de douloureux peut naître quelque chose de très fort et de très puissant pour soi. Mais la philosophie, la méthode que j'ai mise au point, ça va beaucoup plus loin que ça. Il s'agit vraiment de voir dans ce qui nous pose problème des opportunités d'évolution, de grandir en conscience et surtout d'être soi-même, de se mettre dans notre juste voie. Alors, pour vous expliquer un petit peu, avant plutôt de vous expliquer la méthode, je vais monter d'un cran justement dans ces philosophies que je ne vais pas vous raconter ici. Parce que je vais seulement vous en retranscrire la substantifique moelle, mais c'est comme si ces philosophies, il y avait un fil rouge qui disait que la lumière, qu'on peut appeler la conscience cosmique, le divin, le grand tout, à vous de voir comment vous avez envie de l'appeler, a envie de faire une expérience, a envie de faire l'expérience d'elle-même. C'est comme si c'était de la lumière qui, sans la matière, ne peut pas s'expérimenter. Et donc la lumière cherche à s'expérimenter dans la matière, par un jeu d'opposition. En gros, c'est comme si la lumière envoyait l'ombre pour comprendre quelle est lumière et pour s'expérimenter en tant que lumière. Et cette lumière envoie des milliards et des milliards de parcelles de lumière qui s'incarnent dans la matière pour faire chacune une expérience différente. Et donc, vous l'aurez compris, ces parcelles de lumière, c'est nos âmes, nos esprits, vous l'appelez comme vous voulez, qui s'incorporent dans un corps humain
pour faire une expérience. Alors l'expérience de quoi, me direz-vous? Eh bien justement, chacun avant la nôtre, ces expériences, ça peut être la liberté, ça peut être, justement révéler sa lumière, ça peut être, l'amour, ça peut être le pardon, ça peut être, tout un tas de choses et chacun va avoir son programme d'incarnation. Et pour expérimenter ce programme d'incarnation, pour se mettre en quête de notre voie, eh bien, nous avons des atouts pour ce faire. Et ces atouts, c'est des désirs d'y aller et des aptitudes particulières. Mais comment vont naître ces quêtes, ces besoins, ces désirs et ces talents? Eh bien, c'est très simple. En commençant par expérimenter l'inverse. Si je prends un exemple tout simple, très métaphorique et en même temps très concret, si je décide de venir sur Terre pour m'incarner, vivre et goûter à la notion de liberté, d'ouverture des cœurs, par exemple, eh bien, il faut que je le veuille beaucoup. Il faut que je le veuille vraiment. Et pour vouloir ça, ça signifie obligatoirement que j'en ai été privée à un moment ou à un autre, et notamment dans ma plus tendre enfance, qui est le moule initial, le tremplin qui va nous façonner pour nous faire germer justement ces talents et ces quêtes. Et donc, si je m'incarne en voulant expérimenter la liberté et l'ouverture des cœurs, eh bien pour ça, il faut que dès le début de ma vie, j'en ai été privée. Alors vous, vous imaginez bien qu'il y a plein de manières différentes d'expérimenter l'enfermement et la fermeture des cœurs et d'autres choses encore. C'est là exprès, c'est dans notre programme d'incarnation. Et qu'est-ce qui va se passer si nous ne sommes pas déjà dans notre, mission de vie, dans notre Tao, comme disent les Chinois, dans notre juste voie? Eh bien, nous allons avoir des alliés, des charmants, petits personnages ou des situations particulières qui vont nous le dire. Et ils nous le disent pas en nous caressant sur la joue. Ils nous le disent en nous faisant des croche-pieds pour qu'on réagisse. Et donc, si je ne suis pas dans ma juste vie, si je n'ai pas encore suffisamment exploité mes talents et révélé et exploité mon désir d'œuvrer à la liberté, je vais avoir encore et encore des petits embêtements qui vont nous prévenir que j'y suis pas, en nous montrant de l'enfermement, en nous montrant de la fermeture des cœurs. Voilà, ça c'est le fondamental de la méthode. En fait, c'est comme si on pouvait voir, du coup, nos épreuves au sens photographique du terme. Si j'ai une blessure initiale de froid qui rayonne encore parce que je ne suis pas dans ma mission de vie, eh bien, je vais me mettre en quête de l'opposé de ce qui m'a occasionné de la souffrance. Et donc, par exemple, si j'ai eu froid, logiquement, j'ai une réaction inverse qui va me faire avoir des talents et des motivations particulières pour aller rechercher du chaud. Si j'ai froid, je me mets en quête de chaud. Alors, je peux avoir aussi une certaine habileté à le sentir, le chaud, pour savoir comment est-ce qu'on parvient à le dénicher ou à le fabriquer. Je peux même avoir un désir d'en parler, de montrer aux autres à quel point ça fait du bien, voire d'enseigner comment on fait pour faire du feu ou comment on le trouve. Donc, je vais développer des aptitudes et des motivations en lien avec l'opposé de ce qui m'a créé de la souffrance de froid. Et en même temps, étant donné que j'ai été familier avec le froid, je peux dire que j'en ai une véritable expertise. Il a beau m'avoir fait mal, je peux dire que je le connais. J'aime bien dire qu'on est vraiment spécialiste du sujet. Et si on est spécialiste du sujet, c'est qu'on a un talent à exploiter en lien avec ça. Alors certes, ça fait froid, mais le froid en tant que tel, ce n'est pas mauvais. Il s'agit juste de voir qu'on a associé de la douleur avec le froid, comme la Madeleine de Proust, comme un réflexe pavlovien. On a développé une croyance parfaitement légitime, mais qui est pas forcément juste, que le froid fait mal.
Or, le froid, on peut l'utiliser pour se rafraîchir quand il fait trop chaud. On peut avoir envie d'aller au pôle Nord, on peut avoir envie de fabriquer des glaces pour des gens qui ont chaud. Enfin, on peut faire tout un tas de choses avec ça. Et le but du jeu, ça va être de marier nos talents, nos aptitudes, nos agilités et nos motivations, nos désirs, nos quêtes en lien avec l'opposé de ce qui a créé de la souffrance et avec la version positive, hein. Le but du jeu, c'est ce mariage alchimique de nos dualités, de nos oppositions dans leur version lumineuse. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'y goûter pour vous-même. Je vous ai donné la substantifique moelle, en fait, c'est assez simple. On a une souffrance aujourd'hui, on va aller rechercher d'où elle vient, cette souffrance, parce qu'elle n'est que la résurgence d'une souffrance initiale qui s'est imprégnée en nous dans notre enfance. Et donc, on va mettre un mot dessus, sur cette souffrance, on va l'appeler archétype. Et de cet archétype, de cette blessure archétypale, on va aller chercher l'opposé qui génère des centres d'intérêt ou des besoins ou des quêtes. Et on va aller chercher aussi sa version positive. Alors, je vais partager avec vous mon écran pour que vous puissiez voir le schéma type de la dynamique alchimique de nos mots. Vous êtes prêts? C'est une vraie méthode, hein, c'est pour vraiment pour que vous puissiez l'appliquer à vous-même. Alors, il s'agit d'être pragmatique et de partir de ce qui se passe pour vous aujourd'hui, de ce qui se passe pour chacun, parce que bien sûr, on en a tous des épreuves et des blessures, on n'en a pas qu'une. Donc pour chacune de nos blessures, on va s'y prendre de la manière suivante. On va regarder ce qui nous tourmente le plus aujourd'hui, ce qui nous crée de la douleur, ce qui nous crée de la colère, ce qui nous crée du chagrin, ce qui nous déstabilise. On va le regarder bien en face. Et j'appelle cette partie-là faire la lumière sur l'ombre. On ose regarder en face ce qui nous plombe, ce qui ne va pas, ce qui nous cause des émotions. Alors, évidemment, plus c'est aigu et plus c'est fréquent, plus il s'agit d'y aller rapidement. Si c'est pas très fréquent et que c'est pas très aigu, c'est sans doute moins urgent, mais ça peut valoir la peine aussi de s'attarder sur les petites choses un peu pénibles du quotidien qui nous agacent, parce que si c'est récurrent, c'est quand même une invitation de notre âme à aller déconfiner nos talents et nos quêtes. Donc, on fait le focus sur ce qui ne va pas aujourd'hui. Alors, on peut le faire, hein, soit vous faites une réelle cartographie, soit vous prenez vraiment une chose qui vous empoisonne la vie et on va aller regarder comment ça s'est modélisé ça dans notre enfance. Donc il va s'agir d'aller regarder en quoi ce qui vous importune aujourd'hui est en analogie avec ce que vous avez pu vivre enfant. Alors ça peut être soit avec vos parents, soit vos frères et sœurs, ça peut être avec un grand-mère, une grand-mère, un grand-père, ça peut aussi être à l'école, dans la rue, ça peut être n'importe quoi. Du L'important, c'est que ça ait lieu, en général, c'est avant 10 ans, plutôt avant 7 ans, parce que la structure énergétique et psychique et émotionnelle d'un enfant, elle est à peu près calée à ce qu'on appelle l'âge de raison, hein, c'est-à-dire autour de 7 ans. Ça peut être plus tard aussi, hein, mais on va dire que globalement, c'est dans la petite enfance. Et donc, une fois qu'on voit l'analogie entre ce qui nous enquiquine aujourd'hui et ce qu'on a vécu enfant, on va en déduire ce que j'appelle une blessure archétypale, hein. On va le réduire par archétype. Alors ces archétypes, c'est quoi? Je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Ben, c'est la trahison, le mensonge, le silence, la solitude, l'abus de pouvoir, le féminin bafoué, ça peut être le viol, ça peut être les attouchements sexuels, ça peut être des choses beaucoup plus subtiles comme, l'impossibilité d'exprimer ce qu'on a envie de dire parce qu'on doit écouter les parents, par exemple, et donc on a du mal à exprimer nos véritables désirs qui peuvent être contradictoires avec ceux des parents. Donc ça donne de la non-liberté d'expression ou de la non-écoute ou même parfois de la non-visibilité quand, on ne trouve pas sa place, parmi ses proches et qu'on préfère se cacher
plutôt que de dévoiler vraiment qui on est. Alors tout ça, c'est des processus inconscients, mais je pense qu'avec la maturité que vous avez, vous pourrez percevoir un certain nombre d'atmosphères d'enfance que vous avez vécues et qui ont pu générer des croyances limitantes au point de générer des maux, et des tourments aujourd'hui. Voilà, donc cette partie-là, c'est la première partie qui est très importante. Il s'agit de faire la lumière sur l'ombre, de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. Et une fois qu'on a fait la lumière sur l'ombre, il va s'agir de transmuter l'ombre en lumière, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et donc, on va aller chercher tous les talents et les moteurs qu'on porte en soi, qu'ils soient déjà utilisés ou insuffisamment. Parce que je vous rappelle que si on a un bug aujourd'hui dans notre vie, si on a des souffrances, des douleurs, des choses qui tournent par rond, c'est parce que ces talents et ces moteurs qu'on porte en soi, qui correspondent à notre destinée, ils sont insuffisamment exploités ou dans pas toutes les directions, voire pas du tout. Et donc, on va aller chercher la polarité opposée à notre blessure archétypale, hein. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, mais si j'ai une blessure d'abandon, par exemple, l'opposé, on va aller chercher l'opposé littéral de l'abandon, c'est-à-dire le non-abandon, c'est-à-dire on n'abandonne pas. Et ça peut avoir plusieurs sens différents. Donc, on cherche l'opposé littéral et on regarde les moteurs, c'est-à-dire les quêtes, hein, et les talents qu'on a en soi déjà ou qu'on devrait peut-être développer en lien avec l'opposé littéral de cette blessure d'origine. Et puis ensuite, on va aller chercher l'impolarité positive de l'archétype. Donc la polarité positive de l'abandon, nous, on va voir l'abandon comme tout archétype. On va les voir comme quelque chose de neutre, hein, qui est un projet, qui est une énergie particulière de notre mission de vie pour qu'on puisse se l'approprier dans sa version lumineuse. Donc l'abandon en soi, on ne va pas le voir comme quelque chose de négatif. Certes, on a pu le polariser avec beaucoup de douleur et de souffrance, ça c'est une vérité, mais l'abandon en soi est une énergie neutre. Et donc la polarité positive de l'abandon, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement abandonner ce qui ne nous convient pas, abandonner l'ancien, abandonner de vieilles habitudes. Ça peut vouloir aussi s'exprimer comme s'abandonner à ce qui vient, s'abandonner au divin, s'abandonner à plus grand que soi, s'abandonner à soi-même, être dans le lâcher-prise par exemple, hein. Et donc ça, c'est des talents et des motivations qui sont à exploiter davantage. Et quand on fait la synthèse de l'ensemble de nos talents et de nos moteurs, qui sont bien entendu utilisés, eh bien ça donne les domaines où on est doué et les domaines où on se fera plaisir, ce qui correspond à notre destinée, puisque le but, c'est de se mettre en cohérence avec la mission de vie qu'on s'est programmée et qu'on va retrouver en décryptant le sens de nos bobos, puisqu'ils sont là pour nous donner ces fameuses énergies et talents d'aller les chercher. Voilà, alors je vais vous proposer, dans un instant d'écouter, mais avant cela, je voudrais partager avec vous pourquoi c'est souvent difficile de se mettre en route vers notre mission de vie, vers nos quêtes, hein, et vers nos aptitudes, vers les talents qui vont permettre de la mettre en mouvement, de la mettre en œuvre. Simplement, voilà ce qui se passe. On va considérer que le moule d'enfance, là où on est né, c'est notre zone de confort, c'est notre référentiel de sécurité. Nous avons tous la croyance parfaitement logique que les parents, le moule familial, le cocon, là où on est, c'est équivalent à de la sécurité parce que tout seul, on ne peut rien faire et donc on a besoin de la protection, de la nourriture, de la force de nos parents pour nous nourrir, pour nous protéger. Et donc on développe la croyance que ce qui donne de la sécurité, c'est ce moule familial. Or, pour partie, pas uniquement, Dieu merci, il y a aussi des choses absolument magnifiques, hein, dans notre référentiel de départ, mais il y a aussi des choses qui sont douloureuses, soit d'une façon avérée, évidente, soit de façon un petit peu plus subtile. Et donc ce référentiel douloureux va faire que
on a associé de la douleur à de la sécurité. Pour ce qui est de la partie difficile, hein, encore une fois. Pour le reste, évidemment, tout va bien quand nos parents nous transmettent de la lumière et ils nous transmettent des choses vraiment lumineuses. Mais là, on s'attarde sur nos difficultés. Donc quand on a la croyance que le moule de départ est associé à des douleurs, ben forcément, aller à l'opposé, peut-être c'est l'opposé de la douleur, mais c'est l'opposé de la sécurité et donc il y a quelque part en nous, inconsciemment, une partie qui a peur d'aller vers les quêtes, hein. C'est ce qui a fait dire à Carl Gustav Jung: «Derrière nos désirs, il y a des peurs et derrière nos peurs, il y a des désirs», hein. C'est logique parce que non seulement on demande de quitter le moule, d'aller à l'opposé de ce qu'on a connu. Donc c'est légitime qu'on procrastine, qu'on ait envie, mais qu'on ne le fasse pas tout de suite, qu'on ait des stress à y aller. Mais ça, on va le voir, on peut parfaitement les désactiver. La première chose déjà, le premier pas qui est très important, c'est d'en avoir conscience, hein. C'est ça, faire la lumière sur l'ombre. Et donc, de l'autre côté, puisqu'on a aussi à développer, la polarité positive, ben, en fait, notre inconscient, il a associé que la blessure archétypale, ben, ça fait mal, donc il a pas envie d'y retourner, hein. Si, je reprends encore cet exemple métaphorique, du froid, le froid, non, ça a été associé dans notre cerveau à quelque chose qui fait mal et on nous demande d'aller vers quelque chose qui fait mal, ça va pas à la tête, hein. Donc, en fait, on a un blocage pour l'utiliser parce qu'on a la croyance légitime que ça fait mal. C'est une croyance légitime qu'on peut commencer à désactiver aussi, rien qu'en en prenant conscience, hein, parce que cette croyance inconsciente, donc subliminale, que ça fait mal, en fait, bien souvent, elle est erronée. C'est une croyance qu'on a développée, mais ce n'est pas une vérité absolue. Donc, qu'est-ce qui se passe si on désactive les croyances inconscientes que ça fait peur ou que ça fait mal? Alors déjà, si on ne le fait pas, ben, notre champ des possibles, il est assez limité et on risque en plus d'avoir en permanence cette croyance que ça fait peur, que ça fait mal et donc on n'y va pas et donc on va avoir en permanence des petits embêtements qui viennent nous confirmer que ça fait peur ou que ça fait mal et donc on y va encore moins. Or, si on désactive ces croyances-là, eh bien le champ des possibles correspondant justement à notre destinée, ben, commence à se dessiner et en commençant à envisager les talents et les moteurs qu'on porte en nous, mine de rien, on ouvre ce champ des possibles. C'est-à-dire que l'archétype, elle ne fait plus ou beaucoup moins peur, elle fait plus ou beaucoup moins mal, surtout si on l'utilise vraiment, hein, parce qu'il y a une partie compréhension avec la tête et puis après, une fois qu'on l'a compris, il va s'agir de le mettre en œuvre d'une façon opérationnelle, petit pas par petit pas, pour vraiment se rendre compte que ce n'était qu'une croyance qu'on peut désactiver. Voilà, alors je vais vous proposer d'y goûter maintenant et puis après je décortiquerai, un de ces archétypes, plus précisément. Alors je vous ai mis là, il y a une trentaine de blessures archétypales que l'on retrouve, presque toujours, au moins une, si ce n'est 2 ou 3 ou 4 chez la majorité des gens. Donc je vais vous inviter à, choisir une de ces blessures-là. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de choisir une blessure qui correspond à ce que vous êtes en train de vivre et qui est compliqué pour vous en ce moment. Je vous laisse quelques instants pour choisir, hein. N'oubliez pas, mettez sur pause si vous avez besoin de temps. Peut-être que vous aurez du mal à choisir. Si vous avez du mal à choisir, ne choisissez pas, choisissez sans une et puis revenez plus tard pour, en utiliser une autre. Voilà, donc maintenant que vous avez choisi, je vais vous proposer de vous exercer à la transmutation du plomb en or avec la méthodologie que je vous ai proposée tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, on va faire la lumière sur l'ombre, c'est-à-dire qu'avec l'archétype que vous avez choisi, vous allez vraiment pétrir ce qui vous occasionne des difficultés, des blocages, des mal-être, des irritations, des révoltes
tout ce que vous voulez qui sont des dérivés de la colère, hein, tout ce qui éprouve en lien avec ce sujet-là. Donc passez un petit moment à lister. Alors peut-être ça vous provoque de la colère et ses dérivés, hein, ce qui agace, ce qui énerve, ce qui vous horrifie, ce qui vous irrite, ça peut être des colères non exprimées, hein, ça peut être juste, je suis énervé par ça et la colère elle n'est pas forcément exprimée d'une façon violente, hein. Donc ça peut aussi vous procurer de la tristesse, et c'est dérivé aussi, hein, ce qui vraiment vous cause du chagrin, mais ça peut être aussi simplement ce qui vous attriste et puis ça peut être aussi ce qui vous déstabilise, hein, et vous ou vous angoisse et donc passez un petit moment à regarder comment ça se manifeste ça dans votre vie. Alors ça peut être et c'est souvent le cas, hein, dans les comportements des autres vis-à-vis de vous. Alors les autres, c'est les gens que vous connaissez qui sont vos proches, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, mais ça peut être aussi, dans la rue, hein, ça peut être, des gens de l'administration, ça peut être, nos gouvernants, voilà, ça peut être, des personnes ou ça peut être des phénomènes sociaux ou sociétaux et puis en ce moment avec, la crise sanitaire, on est à bonne école pour, avoir des blessures aiguillonnées par ce qui se passe. Chacun à sa manière, que ce soit, avec le port du masque, que ce soit avec le confinement, obligation de rester chez soi, que ce soit avec le couvre-feu, que ce soit avec le vaccin ou la 5G, ou, ce qui se passe au niveau, des gouvernements, la façon dont la crise est traitée, tout ce que ça vous fait comme émotion et comme agacement, ou comme affliction, ça va avoir du sens pour vous. Et puis ça peut être aussi des défauts, hein, que vous avez, soit, physiques, soit, des attitudes, vis-à-vis des autres, tout ce que vous avez tendance à vous infliger à vous-même en lien avec cette blessure-là, hein. Parce que quand on rayonne cette énergie archétypale, cette blessure, on la voit à l'extérieur de soi, mais bien souvent, on a tendance à se l'infliger à soi-même. Voilà, donc regardez si, à quel endroit c'est pour vous un vrai sujet, un vrai déblocage à opérer. Une des manières de s'en rendre compte aussi, c'est à quel point c'est récurrent dans votre vie, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Si c'est très récurrent et qu'à chaque fois l'émotion qui est générée est aiguë, c'est que c'est urgent à transmuter. Voilà et donc, une fois que vous aurez pétri ça, regardez quelles sont les analogies avec ce que vous avez pu vivre enfant? Alors vous vous souviendrez pas forcément de tout, mais c'est des choses qu'on a pu vous raconter, que vous connaissez, hein, surtout si c'est arrivé quand vous aviez 6 mois, c'est logique de ne pas s'en souvenir. Parfois même, c'est des choses qui se sont passées au moment de l'accouchement de votre maman, parfois même c'est pendant la gestation et puis il se peut aussi qu'il y ait du mimétisme par rapport à des grands-parents parce que les énergies se transmettent biomoléculairement, énergétiquement ou par, l'interconnexion, l'interrelation dans les échanges dans cette vie-ci, hein, dans votre vie à vous. Donc regardez qu'est-ce qui a pu provoquer quelque chose d'analogue dans votre enfance. Donc ça peut être une ambiance, habituelle, dans votre famille, ça peut être des faits, très très occasionnels et puis ça peut être quelque chose qui soit passé uniquement une fois, mais qui a été tellement marquant que vous êtes marqué à vif, dans votre chair. Voilà. Vous avez pu être victime vous-même des faits, mais vous avez pu voir aussi quelque chose, hein. Si vous avez vu, par exemple, un enfant se faire frapper fort, c'est pas vous, mais vous avez pu être très impressionné et avoir cette blessure-là de maltraitance, physique qui peut vous impacter. Et donc les personnes concernées, ben, c'est vos proches, hein. Évidemment, c'est les parents, donc ce qu'ils ont fait, mais c'est aussi ce qu'ils pensent, comment ils vivent dans leur couple et c'est aussi leur culture, hein. Si on est dans une culture très misogyne, par exemple, ben, on va pas se façonner de la même manière que si on est dans une culture plus égalitaire homme-femme, on va dire. Après, regardez les cousins, les oncles, les grands-parents, les arrière-grands-parents, ça peut avoir du sens aussi, hein. Bien souvent, les personnes qui nous importunent aujourd'hui ressemblent fortement à quelqu'un qui a joué un rôle dans notre vie quand on était enfant. Donc ça peut s'être passé à l'école aussi, mais ça peut être, aussi, dans les lieux de vacances, avec le voisinage, ça peut être
tout ce qu'on veut, tout ce qui a pu vous impacter quand vous étiez petit, tout ça, ça vous façonne et ça laisse des traces, ça laisse des blessures qui ont bien souvent pas été accueillies, consolées et encore moins transmutées dans leur version lumineuse. Et c'est ce qu'on va faire dans un instant. Donc mettez sur pause si vous voulez, pour prendre le temps de faire la lumière sur cette ombre, sur cet archétype qui demande à être accueilli et utilisé dans votre vie dans ses versions lumineuses. Voilà, et bien maintenant, c'est l'heure de la transmutation de vos blessures. Alors, vous vous souvenez, on va aller chercher des talents et des motivations fortes que vous portez en vous, hein, des moteurs, c'est ce qui propulse, hein, c'est l'étymologie de motum, moteur, ce qui nous meut, ce qui nous met en mouvement. Donc, c'est des quêtes, c'est des croisades, c'est des besoins, c'est des centres d'intérêt, c'est des passions. Et les talents, c'est des aptitudes. Je vous les mets ici. Les talents, en gros, c'est je sais, je suis, c'est un savoir-être, c'est un savoir-faire, c'est inné, c'est pas une compétence, c'est vraiment une agilité d'être, c'est une aptitude, c'est facile, hein, et le moteur, c'est plus des besoins, c'est, des recherches très fortes et donc là, il va s'agir d'aller chercher celles que vous avez déjà et que vous utilisez déjà en toute conscience dans votre vie personnelle, dans votre vie sociale. Et celles que vous exploitez pas. Vous vous souvenez? Si vous avez une difficulté, c'est que vous avez des talents et des moteurs qui sont insuffisamment inexploités ou dans toutes les directions que votre âme a programmé de faire. Donc c'est ça que vous allez chercher, des aptitudes que vous avez et des moteurs et vous vous souvenez d'une part à l'opposé littéral. Soyez littéral, hein, vraiment soyez littéral au tout début, après vous pourrez ouvrir. Et si vous avez choisi, par exemple, le mensonge comme, archétype, l'opposé littéral, c'est pas tout de suite la vérité. C'est le non-mensonge, c'est non au mensonge, non à ce qui n'est pas vrai, hein, c'est quelque chose comme ça. Et bien sûr, c'est la quête de vérité, et du vrai et du naturel et tout ça, hein. Heu et donc vous allez aussi aller rechercher la polarité positive du sujet. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail pour, vous préparer à le faire parce que tout seul, c'est pas forcément facile. Moi, je fais ça, hein, tous les jours depuis de nombreuses années, donc c'est plus facile si on est accompagné, mais normalement, vous devriez réussir avec la guidance que je vous propose dans cette vidéo. Alors, pour être plus précis, sur la polarité opposée, comme je disais tout à l'heure, soyez littéral pour commencer. Ensuite, vous élargirez à des synonymes opposés, hein, évidemment, contraires ou à des associations d'idées qui correspondent à, vos talents et vos moteurs. Donc, si je prends l'exemple de l'abandon, on l'a vu tout à l'heure, l'opposé, c'est le non-abandon. Après, ça donne le recueil, l'accueil, l'inclusion et aussi, ça donne la persévérance. D'où l'intérêt de mettre un non avant, parce qu'on voit que le non-abandon, c'est non. Moi, j'abandonne pas. J'abandonne pas, d'accord, les gens, mais j'abandonne pas mes projets, mes engagements. Donc, on sait de la ténacité et de la persévérance. Et c'est une qualité qui est parfois très utile pour l'accomplissement de notre destinée. Si j'ai une blessure d'enfermement, eh bien, on n'est pas tout de suite dans l'ouverture. On est d'abord dans le désenfermement, hein, donner des clés pour ouvrir, donc pour désenfermer. Si c'est la non-communication, bien sûr, s'il y a déjà une négation, vous l'ôterez. Donc, c'est la communication qui peut s'exprimer de plein de manières, cette communication. Soit sur le plan oral, mais la communication, c'est aussi entre deux bâtiments, par exemple. Donc, c'est le passage, hein, c'est ce qui permet de communiquer une chose avec l'autre. S'il y a plusieurs mots, ben, vous allez seulement transformer soit le qualificatif, soit l'inverse, hein. Si c'est par exemple abus de pouvoir ou on va dire autorité abusive, on va garder la notion d'autorité, mais c'est une autorité bienveillante, hein. C'est un pouvoir qui élève, qui guide ou qui est partagé et qui n'est pas unilatéral. Le féminin bafoué, c'est un archétype très particulier qui en regroupe plusieurs. Ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo, mais là, ça serait un petit peu trop long à vous expliquer. Mais le féminin, en gros, c'est notre féminité, mais c'est aussi nos dimensions sensibles. Donc le féminin bafoué, ça s'applique à plein de sujets. C'est évidemment quand on a été,
victime de misogynie, ou de violence de la part d'un homme ou d'abus sexuels ou pire de viol. Mais le féminin bafoué, c'est aussi nos dimensions sensibles qui sont refoulées, qui sont sous-exploitées. Donc c'est les émotions, c'est le sensitif, c'est l'intuition, c'est ces dimensions un petit peu intangibles de nous-mêmes. Et donc s'il a été bafoué, chacun à sa manière, on aura envie d'œuvrer et on aura développé des talents et des aptitudes pour œuvrer à la résurgence, à l'émergence de nos dimensions féminines, chacun à notre manière. Si on a la maltraitance enfantine, évidemment, l'opposé, on est dans la bientraitance de l'enfant. Donc on parle de l'enfant réel ou de l'enfant intérieur. Donc quelque part des émotions de notre côté pur, insouciant, qui s'émerveille, de notre côté joueur. Donc on peut le prendre soit au pied de la lettre, soit d'un point de vue symbolique. Pensez aussi, aux dérivés étymologiques du mot et à ses versions passives, hein. Si par exemple vous êtes victime d'invisibilité, qu'on ne vous voit pas, eh bien l'opposé évidemment, ça va être la vision, la vue, mais ça peut être aussi voir, se faire voir les autres. Il y a plein de manières de s'amuser autour de cette notion de voir ou d'être vu ou d'avoir une bonne vision ou voire carrément une claire vision, une clairvoyance. Si vous êtes, vous êtes victime de dévalorisation, c'est un archétype un peu particulier. On peut travailler directement sur la dévalorisation, mais bien souvent, si on est victime de ça dans notre vie, c'est qu'on ne valorise pas toutes les composantes de soi. Et donc cette approche va permettre justement d'aller rechercher l'ensemble des parties de nous-mêmes, de nos talents et de nos moteurs notamment, qu'on n'exploite pas suffisamment. Mais on peut travailler directement sur la dévalorisation qui va donner évidemment la valorisation, mais aussi les notions de valeur, donc de valeur financière, de valeur philosophique, de valeurs universelles. Ça peut prendre plein de formes. À vous, avec votre imaginaire et votre analyse, de voir à quoi ça peut correspondre. Si on est victime de manipulation, ben, c'est la non-manipulation. Donc la non-manipulation, pensez que bien sûr, c'est sur un plan de la relation humaine, mais c'est aussi de la racine étymologique du mot manipulation, c'est-à-dire on n'utilise pas les mains. Et donc c'est ne pas toucher, laisser intact, laisser pur, hein, c'est laisser faire, rendre autonome, etc. Voilà, donc pensez aux homonymes aussi, si vous êtes familier avec ça, sinon laissez tomber. Mais si vous êtes victime de, par exemple, de non-entente, ben, le non-entente, on l'entend justement comme à l'écoute, mais aussi l'entente dans le sens, s'entendre avec les autres, ouais. Bien souvent, il y a des choses, très étonnantes avec les jeux de mots parce que l'inconscient, il a une blessure, par exemple, de jeu dangereux s'il y a eu des incidents avec des jeux, par exemple, et donc ça peut s'exprimer par le «je» est dangereux et donc je m'efface parce que exprimer mon «je», exprimer qui je suis peut être dangereux. Donc voilà pour la polarité opposée. Pour la polarité positive, maintenant, c'est souvent beaucoup plus difficile, donc ne vous étonnez pas et persévérez si vous avez envie, parce que bien souvent, une douleur, elle a été ancrée, enfin plutôt l'archétype, il a été ancré avec une douleur et donc bah, le cerveau, il bloque. Il a du mal à voir le côté positif de ce qui nous a ancré, de ce qui nous a occasionné de la douleur. C'est normal, donc allez-y tranquillou. Quelquefois, c'est évident et puis quelquefois, ça ne l'est pas. Donc on a besoin peut-être, d'un camarade, d'une copine, d'une sœur, d'un frère pour nous aider parce qu'ils n'auront pas forcément le même angle de mort que nous. Quoi qu'il en soit, le plus possible, essayez de trouver un synonyme plus neutre, pour identifier, l'avantage, l'utilité, en quoi ça pourrait être agréable. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'abandon, restez pas accrochés avec le fait que l'abandon, ça fait mal. Certes, l'abandon vous a fait mal, mais l'abandon, si on l'utilise d'une manière jolie, ça peut être vraiment très intéressant, hein. Donc c'est laisser tomber ce qui ne nous convient pas, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais c'est aussi s'abandonner aux autres, hein, et se mettre de côté. L'enfermement, ben, l'enfermement, c'est tout simplement ce qui est enclos, hein, donc par exemple quelque chose qui doit être,
garder précieusement, c'est mieux de l'enfermer, sinon il risque d'être volé ou cassé ou que sais-je. Donc ça peut être protégé, enfermé, hein, en chlore, délimité. C'est aussi tout ce qui concerne l'intérieur. C'est par exemple des cercles fermés, donc intimes. La non-communication, ben, dans le même registre, ça ne passe pas, donc c'est cloisonné aussi. Faire en sorte que ça ne passe pas quand c'est utile et agréable. Et on peut aussi avoir une forme de sixième sens, j'y reviendrai tout à l'heure, pour ce qui ne communique pas, puisqu'on a une expertise, hein, de la non-communication, donc on sait le repérer. Je vais y revenir dans un instant. Alors oui, là, ça se met dans le mauvais ordre. La manipulation, évidemment, c'est quelque chose de terrible, la manipulation dans son côté négatif. Mais si on le regarde d'un point de vue simplement de l'usage du mot, manipuler, ben, manipuler un appareil, audio ou vidéo, ou faire du travail manuel avec les mains, c'est de la manipulation positive. Et puis on peut aussi y voir une influence bénéfique. Par exemple, l'hypnose qui a tant de bienfaits sur le plan du bien-être, c'est une forme de manipulation, mais c'est une manipulation bénéfique, donc on peut l'appeler influence bénéfique. Alors, pour des archétypes comme abus de pouvoir ou féminin bafoué, ça va être plus difficile de le voir. On peut quand même l'abus de pouvoir, c'est une autorité très stricte et unilatérale, donc on peut voir comme une autorité ou des règles ou des lois fondamentales, des lois de valeurs fondamentales à respecter, par exemple les les lois naturelles, les valeurs universelles, si on ne les respecte pas, ça crée des monstruosités sur la planète. Donc si on ne respecte pas certaines autorités, certaines règles, ben, c'est dommage. Donc l'autorité n'est pas mauvaise en soi. Une autorité stricte, des valeurs strictes à respecter peuvent être absolument bonnes pour soi et pour l'humanité. Quant au féminin bafoué, là, ça fait partie des archétypes qui sont vraiment difficiles à transmuter tout seul, mais je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir le faire. On va dire que si nos dimensions féminines sont euh, en sourdine, ben, ça permet à nos facultés plus masculines, yang, c'est-à-dire le masculin, c'est vraiment la rapidité, le pragmatisme, le mouvement, la réalisation, la mise en œuvre, l'extérieur, c'est des choses qui brillent. Donc le yang n'est pas mauvais en soi, hein, c'est juste qu'il a pu être polarisé lui aussi négativement et ayant pu entraîner des préjudices pour le féminin. Mais le yang n'est pas mauvais en soi. Et donc si on a un féminin en sourdine, qui est un peu bridé, et bien à ce moment-là, on va développer de magnifiques facultés yang. C'est comme ça qu'on voit par exemple de magnifiques femmes entrepreneuses avec un vrai beau leadership. Alors, il ne s'agit pas non plus qu'elle, bafoue d'autres valeurs féminines, mais au moins ça permet, et c'est ça qui est intéressant de voir, de développer des facultés masculines. Et puis, ça va permettre aussi de développer des empathies ou une manière de développer un sixième sens pour le féminin bafoué. Je vais y revenir dans un instant parce que ça va vraiment vous aider avec le tableau qu'on va voir juste après. Donc, comment alors, le tableau que vous allez voir maintenant, il est vrai tant pour la polarité opposée que pour la polarité positive. Mais disons que c'est vraiment une astuce pour utiliser la polarité positive d'une blessure, hein, quand on n'arrive pas à la voir. Voilà. Alors, l'astuce pour identifier des talents et des moteurs de la polarité positive, sur des archétypes vraiment douloureux où on n'arrive vraiment pas à voir du positif, voilà ce que je vous propose. Donc, c'est vrai pour les talents et les moteurs de la polarité opposée aussi, hein, mais c'est vraiment l'astuce pour la polarité positive. Alors, on va considérer, comme je vous le disais tout à l'heure, que pour ce sujet-là, on a une expertise, hein, puisqu'on a été familier avec le sujet, on sait y faire. Donc, en théorie, on devrait incarner, être, savoir-faire, représenter la version positive de ce sujet-là. Donc, si je reprends par exemple, pour s'amuser un petit peu, le mensonge, nous, on va pas voir que le mensonge est mauvais. On va voir que le mensonge est une énergie de, par exemple, pas dire la vérité ou pas faire quelque chose de vrai. Donc le mensonge, on sait faire des mensonges. Donc faire des mensonges, c'est pas dire le vrai. Donc c'est par exemple raconter des histoires,
inventer des scénarios, jouer des rôles. C'est mentir parce que c'est pour de faux, mais ce n'est pas mauvais en soi, hein. Donc on sait faire ça, on sait être avec, on sait œuvrer dans un univers qui est comme ça, on a même peut-être envie de le stimuler, en tout cas de l'utiliser dans sa version jolie. Vous vous souvenez? Le froid, on peut l'utiliser dans sa version jolie. Donc une expertise de ce sujet-là qui demande à être exploité dans votre vie. Deuxièmement, comme vous avez eu des douleurs avec ça, ben, vous avez des antennes. Vous avez comme une sensibilité très particulière, j'aime bien dire une hypervigilance à ce sujet. On pourrait même parler de sixième sens, hein, des antennes. C'est-à-dire que normalement, vous devriez le repérer à 1000 mètres. Donc, ça donne une capacité, cette hypervigilance, à savoir repérer bien avant tout le monde, le percevoir, le décrypter, le sentir et le sentir quand il est positif ou quand il est négatif. C'est-à-dire que vous pourriez avoir une vraie faculté de voir l'opportunité ou la nécessité que revêt cette énergie-là, pour profiter de ses bénéfices quand il y en a ou de ce qui le génère, hein, de ce qui va générer le froid, ben, vous savez le faire, vous savez le voir, vous savez le décrypter. Et puis bien sûr, on sait identifier et voir bien souvent avant tout le monde, là où cette énergie va être risquée ou préjudiciable. Et donc dans ces cas-là, normalement, vous devriez avoir en vous des aptitudes et des envies de l'anticiper, de désactiver quand c'est, nuisible, ou ce qui provoque, de façon préjudiciable aux autres. Voilà, donc ça c'était on va dire l'hypervigilance, hein. Ensuite, normalement, vis-à-vis de ceux qui sont victimes ou qui ont besoin, de cette énergie-là, vous pourriez être en empathie et en partage. Normalement, toute personne normalement constituée. Ça dépend, parfois ça peut provoquer de la colère, mais quand vous voyez une personne, par exemple, qui est victime d'abus de pouvoir et que vous-même en avez été victime, vous devriez avoir une certaine sympathie, avoir une empathie, avoir un besoin d'aider, d'assister des personnes qui ont été victimes de ça, comme vous. Donc c'est un trait de votre personnalité qui est pas un hasard, c'est vraiment à utiliser. Si vous êtes particulièrement sensible aux enfants qui ont été maltraités, c'est vraisemblablement, même si vous en avez pas conscience, même si ça n'a pas été factuel, qu'une partie de votre enfance, de l'enfant que vous avez été a été, hein, victime d'une forme de maltraitance et donc si vous avez une expertise de ça, elle est faite pour être utilisée pour assister ou pour inspirer d'autres qui en auraient besoin. Voilà, donc on peut avoir envie, si je reprends l'exemple métaphorique du froid et du chaud, hein, vous vous souvenez? Si j'ai eu froid, que j'ai découvert du chaud et que je vois à quel point c'est génial, je peux avoir envie d'en parler, de le promouvoir, de montrer à quel point c'est intéressant et tout ça. Voilà et puis ça peut aller jusqu'à la guidance, hein. Le nombre de thérapeutes et de coachs, qui sont au service des autres, bien souvent, ils ont traversé des épreuves analogues. J'aime bien citer une très une très chouette femme qui s'appelle Karen Berg, qui est une kabbaliste, donc cette philosophie qui nous vient, des pays hébreux. Et donc elle dit, la souffrance, lorsqu'on comprend qu'elle nous permet d'accompagner des personnes qui ont vécu des situations, analogues, alors la souffrance qu'on a vécue nous-mêmes, eh bien, elle devient cadeau parce que c'est magnifique de pouvoir aider d'autres qui ont vécu des choses similaires et qui ont peut-être besoin de notre énergie. Parfaitement légitime, pas besoin de diplôme pour ça, parce qu'on a été, baigné dedans quand on était tout petit, hein, comme Obélix et donc on sait y faire. Pas besoin de diplôme officiel pour accompagner des personnes qui ont vécu des choses analogues à soi. Voilà et puis la dernière étape, alors ça c'est à mi-chemin avec les 2, c'est vraiment marier les 2 polarités, hein, marier le chaud et le froid, l'abandon, le non-abandon, le yin et le yang, et toutes les blessures archétypales que vous aurez transmutées. L'idée, c'est de les utiliser en belle proportion, tant dans leur côté opposé que dans leur côté, positif, hein. Voilà et donc nos archétypes, heu, il va falloir les nettoyer, les purifier, c'est-à-dire regarder leur version lumineuse, les équilibrer
c'est-à-dire qu'ils jouent dans votre vie en quantité équitable, et puis les mariés, hein, les associés, les mariés entre eux. Voilà, voilà cette petite méthode, alchimique, qui, me tient à cœur de partager avec vous, parce que si nous faisons tous cette transformation à l'intérieur de nous, de nos blessures, pour les transformer en or, nous serons en harmonie avec nous-mêmes. Et c'est vraiment ça qui est recherché, cette quête d'harmonie, c'est pas à l'extérieur de soi, c'est vraiment à l'intérieur de soi et ça passe par l'accueil, l'acceptation de nos ombres, de nos blessures, ce qui est à l'ombre de nous-mêmes en fait, hein. C'est Carl Gustav Jung, ce magnifique docteur psychiatre, suisse qui disait, «Il ne suffit pas de regarder la lumière pour être lumineux, il faut traverser nos ombres. Si on ne traverse pas nos ombres, c'est comme si on en fait, on s'amputait de la moitié de nous-mêmes. Et la lumière, c'est magnifique la quête de lumière. L'optimisme, les belles choses, c'est évident qu'on recherche tous ça. Mais si on fait que la moitié du travail, en oubliant les ombres qui sont à transmuter en lumière, bah, à ce moment-là, on aura ces petits soucis dans notre vie, hein. Il y a à la fois des pépites que l'on récolte directement sur la route et Dieu merci, il y en a, des belles choses. C'est ce qui rend aussi la vie si agréable et on a aussi tous ce travail à faire de transformation intérieure. C'est ce que disait Gandhi, vous vous souvenez? Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde et donc si le monde ne nous convient pas, comme le dit la tradition Ho'oponopono, le monde est le reflet de soi. Et donc, ce qui nous importune dans le monde, c'est-à-dire notre environnement proche, mais c'est aussi la planète, ça vient réveiller une blessure à l'intérieur de nous. Et donc, on peut y voir comme un reflet. Le monde est le reflet de nous. Le monde est une facette de nous et nous renvoie notre blessure qu'on avait oubliée, hein. C'est vraiment ça permet d'aller dans les angles morts. Si on regarde les autres, si on regarde le monde dans ce qui nous convient pas, à ce moment-là, c'est une opportunité d'aller investiguer ce qu'il y a à l'intérieur et qui est en disharmonie à l'intérieur de soi, ce qui est en souffrance à l'intérieur de soi, c'est-à-dire nos talents, nos moteurs, tout notre or qui demande à être mis en lumière dans ces versions lumineuses. Voilà. Et donc, si on fait tous ce chemin-là, à ce moment-là, l'harmonie intérieure rayonnera sur la planète et il y aura une harmonie dans le monde. C'est pas en partant avec un cheval blanc et un sabre qu'on va résoudre les problèmes. Et donc tout ce que vous voyez en ce moment autour de vous qui vous convient pas, ça sert à rien de taper dessus. Ça sert à rien de vous en victimiser. Ça sert à rien de le fuir parce que ça reviendra de plus belle parce que c'est là pour vous. Et donc, quand on a la chance d'avoir cette clé de décryptage, que nos épreuves sont là comme des cadeaux, hein, qui semblent empoisonnés, mais en fait, c'est des pépites qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ben, la seule chose, c'est qu'il faut avoir le courage, comme vous, d'être allé au bout de cette vidéo et d'avoir perçu que ça pouvait avoir du sens, hein. C'est l'idée du fumier, du caca. Évidemment, ça sent mauvais. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Du fumier, un engrais fertilisateur, un terreau créateur. C'est ce qu'il y a en nous, dans notre ombre, qui est fait pour être mis en lumière. Et les ombres, c'est aussi ce qui fait poids, ce qui pèse et qui demande à être allégé. Donc si vous faites ce travail-là pour vous-même, ben, je vous garantis qu'il y a des petites choses, voire des grosses choses qui vont bouger dans votre vie parce que vous allez activer la version lumineuse de l'archétype. Et donc, comme le dit la physique quantique, vous allez rayonner la lumière liée à une spécificité qui vous correspond. Et à ce moment-là, vous êtes en cohérence avec votre mission d'âme. Et c'est ce qu'on recherche tous, accomplir chacun notre mission d'âme, c'est-à-dire n'oublions jamais que nous sommes des particules de lumière venues faire une expérience sur Terre, dans la matière, par la dualité, c'est-à-dire par ce jeu d'opposition. Et donc, c'est normal que vous ayez eu des souffrances. Elles sont là pour vous réveiller et vous mettre dans votre juste voie. Voilà, j'ai été ravie de partager ces découvertes avec vous, ces découvertes qui m'enchantent, qui ont transformé ma vie et qui transforment aussi celle des personnes que j'accompagne et que je vois se transformer avec vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup d'émotion. À bientôt peut-être.